Bonjour à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui du traitement des myopathies inflammatoires dans le cadre des topos de la filière FAI2R. Donc, comme vous le savez, la classification des myopathies inflammatoires a évolué au cours des dernières années. On est parti dans les années 70 de la classification de Peter et Bohan, et parallèlement à cela, on a vu apparaître un certain nombre d'anticorps spécifiques des myocytes, qui nous aident beaucoup pour le diagnostic, et qui permettent également de reclasser les choses. C'est ce qui a été fait par cette étudiante en thèse, Kuberaka Marian Pilet, qui a fait une classification sans a priori à partir de notre base de données avec plus de 300 patients. Et elle voit que les patients, sur la base de la clinique, de l'histologie musculaire des auto-anticorps, se répartissent en 4 classes, en 4 clusters: les myocytes à inclusion, les myopathies nécrosantes auto-immunes, les dermatomyocytes et les myocytes de chevauchement, c'est-à-dire qui ont une myocyte plus des atteintes d'autres organes, comme notamment les articulations ou le poumon. Et on peut revenir à cette classification qu'on avait pressentie en 4 classes, donc avec les myocytes de chevauchement, avec les auto-anticorps liés notamment au syndrome des antisynthétases, les dermatomyocytes avec tous ces auto-anticorps que vous voyez ici, les myopathies nécrosantes auto-immunes et les myocytes à inclusion totalement à part. Si on reprend, et c'est un peu la difficulté quand on regarde la littérature sur les myocytes, l'ancienne classification de Peter et Bohan, qui ne comprenait que la polymyosite et la dermatomyosite, eh bien, on peut se dire qu'initialement, les myocytes de chevauchement, les myocytes à inclusion et les myopathies nécrosantes auto-immunes étaient appelés polymyosites. Puis, avec l'avènement des myocytes à inclusion dans les années 90, finalement, les polymyosites recoupaient essentiellement les myopathies, les syndromes de chevauchement avec du poumon, des articulations, comme les syndromes des antisynthétases, et les myopathies nécrosantes auto-immunes. Et donc, les dermatomyosites ont toujours été considérés un petit peu à part. Ceci étant dit, quand on reprend la littérature, et ça a été bien analysé dans une méta-analyse, concernant l'efficacité des traitements, on voit qu'on a assez peu d'essais randomisés contrôlés. Avant 2013, il n'y en avait que 10 qui sont résumés dans ce tableau, avec des petits effectifs et qui mélangent allègrement des dermatomyosites, des polymyosites, et sans même faire le distinguo avec les syndromes des antisynthétases, etc. Et parmi ces polymyosites, est-ce qu'il n'y avait pas des myocytes à inclusion? On peut se poser la question. Quoi qu'il en soit, la méta-analyse a montré qu'il y avait pour ces 10 études de nombreux biais, soit des biais de sélection, soit des biais de performance, soit des biais dans les outcomes. Et donc, les conclusions de cette méta-analyse, c'est que toutes ces études ne valaient pas grand-chose, si vous me permettez l'expression. Pour autant, on a quand même de l'expérience, et notamment, on sait depuis les années 50 que la corticothérapie a complètement changé le pronostic de ces maladies, puisqu'avant la mortalité était très élevée, à plus de 60-70%, et que depuis l'avènement des corticoïdes, eh bien, elle est beaucoup plus basse. Alors, sur la base d'études rétrospectives, on sait qu'on a pas loin de 100% de réponses au moins partielles au cours des dermatomyosites et 80% de réponses au moins partielles au cours des polymyosites. Sans doute que les 20% restants étaient les myocytes à inclusion qui, comme vous le verrez, ne répondent pas du tout au traitement. Faut-il traiter les patients en monothérapie ou d'emblée avec un immunosuppresseur à visée départ cortisonique? Les choses ne sont pas encore tranchées. Mais en seconde ligne de traitement, on peut donc utiliser un certain nombre d'immunosuppresseurs, tous ceux qu'on utilise pour toutes nos connectivites, soit parce qu'on a une réponse incomplète à la prednisone, soit parce qu'on a une rechute précoce, soit parce qu'on a une forme grave d'emblée, soit parce qu'on pense que l'adjonction d'un immunosuppresseur aura un effet à visée d'épargne cortisonique. Ce que l'on peut utiliser, c'est notamment le méthotrexate, où une étude rétrospective a montré qu'il y avait de l'ordre de plus de 80% de bonnes réponses, même en cas de corticorésistance, quand on rajoute du méthotrexate.
Une étude a montré que le méthotrexate faisait un peu mieux que l'Immurel. C'est une étude ancienne maintenant, notamment chez les hommes, chez les patients avec des syndromes des antisynthétases et en cas de résistance aux corticoïdes. Et à ce jour, la seule recommandation publiée, mais qui est basée sur une étude rétrospective et qui ne vaut pas non plus force de loi, c'est que nos collègues canadiens ont publié ce papier dans les années 2005. Ils considèrent que l'adjonction du méthotrexate d'emblée à la corticothérapie était intéressante pour les syndromes de chevauchement, avec notamment les antisynthétases, les polymyosites, qu'est-ce que ça veut dire, les dermatomyosites. Et que finalement, seules certaines formes de myosite de chevauchement avec les anti-RNP, les PMSL ou les KU pouvaient répondre d'une façon monophasique à la corticothérapie. Bon, l'expérience montre qu'il y a des formes très graves d'anti-KU, d'anti-PMSL. Je ne crois pas qu'on puisse faire vraiment ce distinguo. Autre immunosuppresseur, l'Immurel, qui montre aussi dans les études respectives des taux de réponse respectables. Et alors finalement, comment choisir entre les deux ? Il y a des questions d'habitude. Les internistes préfèrent le méthotrexate, les neurologues plus l'Immurel, liés à leur expérience avec la myasthénie. On n'aime pas beaucoup le méthotrexate en cas de pneumonie interstitielle grave, au cas où il y a un effet secondaire pulmonaire dont le patient ne pourrait pas faire les frais. Et puis finalement, il y a une étude contrôlée, pas trop mal faite, qui a comparé les deux, corticoïdes plus Immurel ou corticoïdes plus méthotrexate sur 28 patients, et qui a montré une efficacité comparable. Donc on peut vraiment choisir l'un ou l'autre. Globalement, le métho est un peu mieux toléré et à moyen terme ou long terme a moins d'effets secondaires, comme on l'a vu dans les Mickey traités pendant longtemps par Immurel avec l'avènement d'un certain nombre de lymphomes, de cancers cutanés, etc. Les immunoglobulines polyvalentes sont souvent utilisées, surtout dans les formes graves, mais finalement reposent sur très peu d'études bien faites. Il y a un papier de Dalakas qui date de 1993 pour les dermatomyosites et uniquement pour les dermatomyosites, en crossover qui a montré une efficacité des IgIV, et puis on perdait l'efficacité quand elles étaient switchées pour le placebo. Dans les polymyosites, avec plein de guillemets, ce ne sont que des cas rapportés et des études rétrospectives. Quoi qu'il en soit, les IgIV, il ne faut pas les utiliser en monothérapie. Le taux de succès est faible. Et on est toujours sous le coup d'une situation temporaire acceptable d'utilisation des IgIV. Ces choses vont sans doute assez vite bouger. Mais on peut les utiliser encore en cas de forme de myosite corticorésistante ou très sévère d'emblée, qui mettent en jeu le pronostic vital. Nous, en pratique, on utilise les IgIV quand on considère que le patient est à risque, c'est-à-dire qu'il a des troubles de la déglutition ou qu'il a perdu la marche, pour passer le cap aigu initial. Les troisième lignes de traitement, la liste est longue. On peut utiliser le Cellcept, il y a des études ouvertes. Peut-être que ça aura un intérêt plus important dans les pneumonies interstitielles diffuses associées aux myosites. On reviendra là-dessus plus loin. Les inhibiteurs de la calcinurine comme la cyclosporine, le tacrolimus, il y a des cas rapportés. L'endoxan, il y a des cas rapportés de bonne efficacité. Ça marche peut-être pas mal dans les pneumonies interstitielles diffuses, moins bien sur le muscle. Les échanges plasmatiques dans des formes très graves, on les utilise, etc. Mais tout ça n'est pas basé sur des évidences bien solides. Donc ça, c'est jusqu'à 1993. Et en 1993, un premier grand essai enfin sort, mais un essai très bizarre, mené par nos collègues américains en rhumato. C'est le groupe de Chester Odis, qui monte un essai dit randomisé contrôlé contre placebo, mais en fait qui utilise du rituximab dans des formes résistantes de myosites, on verra lesquelles. Et en fait, ils utilisent une association corticoïde faible dose méthotrexate, puis ils ajoutent du rituximab, soit immédiatement, soit au bout de 8 mois. Donc la randomisation est que entre ces deux bras. En revanche, il n'y a pas de bras sans rituximab. Et ils incluent tout type de myosite, pour aller plus vite, pour faire du chiffre, je serais tenté de dire, mais des polymyosites, des dermatomyosites, des formes juvéniles des dermatomyosites. Et parmi ces polymyosites, ils mettent des antisynthétases, des anti-SRP, des dermatomyosites associés à des auto-anticorps comme les anti-MI2, etc.
Et finalement, ça fait un joyeux mélange. Ils prennent des outcomes qui ne sont pas complètement consolidés, mais enfin bon, on ne va pas discuter là-dessus. Et à la fin de l'étude, eh bien, ils ne voient aucune différence entre leurs deux bras, que ce soit pour la cohorte entière, dans les formes de dermatomyosite juvénile, que ce soit dans les formes de l'adulte ou de polymyosite ou de dermatomyosite. Donc c'est un échec et ça a fait un petit peu réfléchir et du coup on s'est réunis avec cette équipe, plus des collègues européens et d'un peu tout le monde, pour faire un workshop et réfléchir de nouveau sur les outcomes et les critères d'inclusion dans les essais thérapeutiques. Et une de nos conclusions, c'est qu'il faut, comme on nous a toujours appris, essayer d'avoir des groupes homogènes de patients pour monter des essais cliniques. Et ces groupes, on s'est dit qu'il fallait, au mieux, inclure des myosites à inclusion dans des essais dédiés, des dermatomyosites de l'adulte, auxquels on peut exclure, par exemple, les antityphins gamma chez les adultes âgés, parce qu'il y a souvent des cancers associés, et ça va sans doute perturber l'interprétation des essais. Les dermatomyosites juvéniles, les antisynthétases, qui sont différents des dermatomyosites, les myopathies nécrosantes auto-immunes, qui soient associées aux anti-SRP ou aux HMG-CR. Quant aux polymyosites, on ne sait pas très bien, on peut toujours les inclure, mais qu'est-ce qu'on entend par ce vocable aujourd'hui? Et quand nos collègues du groupe d'Odis, les rhumato-américains, ont fait une sous-analyse, cette fois-ci à partir de cet essai sur le rituximab, en fonction de groupes plus homogènes, par les auto-anticorps, eh bien, ils se rendent compte que les dermatomyosites avec les anti-AMI2, les syndromes des antisynthétases avec les anti-JO1 répondent plus vite et mieux au rituximab que l'ensemble des myosites en général, et notamment mieux que celles qui n'ont pas d'auto-anticorps associés. Alors, concernant le rituximab, on avait mené une étude de phase 2 prospective où on a inclus 10 patients avec des syndromes des antisynthétases, avec des anti-JO1 extrêmement résistants à toutes ces lignes de traitement, chez qui on a regardé comment les choses évoluaient pendant 18 mois. Ils ont reçu du rituximab à 1 g à J0, J15 et à 6 mois en rappel. Et globalement, on voit 50% d'amélioration, que vous pouvez voir là sur un score de force musculaire. Donc il y a 50% des patients qui s'améliorent, qui trouvent une force normale, et puis 50% qui restent faiblards. Et parallèlement à cela, on a 50% des patients qui normalisent leur CPK et 50% qui ne les normalisent pas. Donc le rituximab n'est pas la magic bullet qui vient à bout de toutes ces formes résistantes, en tout cas dans les antisynthétases, dans un groupe bien homogène. Et finalement, l'exemple de ce qu'il faut que l'on fasse, les grands essais bien conduits, vient des pédiatres qui ont fait un essai sur 139 jeunes enfants atteints de dermatomyosite juvénile. Donc, ils ont recruté dans 54 centres, dans 22 pays, et ils ont traité leurs patients pendant 2 ans. Ils ont fait 3 bras pour répondre à la question, justement, est-ce qu'il faut traiter les patients en monothérapie ou avec une association d'emblée d'un immunosuppresseur à visée d'épargne cortisonique. Et ils ont pris donc corticoïdes seuls, corticoïdes plus cyclosporine ou corticoïdes plus méthotrexate. Pas de différence à l'inclusion entre ces 3 bras, la randomisation marche bien. Et voilà les résultats. On voit que ce soit, c'est un index composite qui est l'outcomes, qui reprend l'amélioration des patients, qu'on note 20%, 50%, 70% ou 90% d'amélioration. On voit que, notamment si on se place pour 70% d'amélioration, eh bien que le bras cortisone seul fait moins bien, prednisone seul, je veux dire, fait moins bien que l'association prednisone plus un immunosuppresseur, quel qu'il soit d'ailleurs. C'est ce qui est représenté ici également, donc on voit bien qu'il y a plus de rechute dans le bras prednisone seul que dans le bras prednisone plus cyclosporine ou prednisone plus méthotrexate. Donc, il recommande d'utiliser un immunosuppresseur à visée d'épargne cortisonique, il y a moins de rechute, mais il voit également que, comme attendu, il y a moins d'effets secondaires dans le groupe méthotrexate que dans le groupe cyclosporine. Donc, cet essai est clair, les conclusions sont nettes. Il faut traiter les formes juvéniles de dermatomyosite par l'association prednisone plus méthotrexate.
Venons-en maintenant aux myopathies nécrosantes auto-immunes associées aux anti-SRP ou aux anti-HMG-CR. Premièrement, quelques réflexions qui sont contre-intuitives, mais on sait maintenant que ces myosites associés aux anti-HMG-CoA réductase sont très souvent associés à la prise de statine, et c'est particulièrement vrai chez les patients de plus de 50 ans, les patients étant répartis en fonction de leur âge. Et donc, en revanche, les patients de moins de 50 ans sont nettement moins exposés aux statines. On se rend compte que ces formes du sujet jeune non exposé aux statines sont des formes qui sont plus difficiles à traiter, où le pourcentage de patients qui retrouvent une force de bonne qualité est bien plus faible que chez les patients plus âgés qui ont été exposés aux statines. Ensuite, quand on compare ces différents groupes de patients, on se rend compte que les patients avec les anti-SRP sont beaucoup plus graves que les patients avec les anti-HMG-CoA réductase. C'est une équipe japonaise qui rapporte ces datas pour la première fois, sur différents facteurs que vous avez soulignés ici. Et de la même façon, quand on fait des IRM musculaires, on se rend compte que la gravité n'est pas la même, puisque globalement, il y a plus d'inflammation, d'atrophie, de remplacement graisseux dans le groupe des myopathies nécrosantes auto-immunes comparé aux myosites à inclusion, aux polymyosites, les autres, aux dermatomyosites, et que parmi les myopathies nécrosantes auto-immunes, eh bien, ce sont également les anti-SRP qui sont les plus graves en termes d'IRM musculaire, en termes d'inflammation, mais également d'atrophie ou de remplacement graisseux du muscle, donc les conséquences à moyen terme, et qui font toute la gravité de cette myopathie. Alors on a montré récemment et publié que ces anticorps étaient directement responsables, sans doute pathogènes, que ce soit les anti-SRP ou les anti-HMG-CoA réductase. Ils empêchent la régénération musculaire en bloquant certaines cytokines et ils induisent également une atrophie musculaire, telle qu'on la voit chez les patients à moyen terme. Et Yves Allenbach a également montré, publié tout récemment dans Neurology, que cet effet pathogène passait par l'activation de la voie classique du complément, qui se dépose sur les fibres musculaires. On voit que c'est la voie classique parce qu'on voit des dépôts de C1Q. Et puis, il y a la formation de complexes IMA avec les anti-SRP ou les anti-HMG-CoA réductase qui se déposent à la surface des fibres et qui vont enclencher la lyse et la nécrose. Donc on voit bien là qu'on a une physiopathe tout à fait unique et qu'avec des approches soit à viser de diminuer la charge des anticorps ou à agir contre la voie classique du complément, on aura sans doute là des pistes thérapeutiques intéressantes. Et parmi ces pistes-là, il est assez clair que les immunoglobulines polyvalentes peuvent être utilisées avec une bonne efficacité au cours des myopathies nécrosantes auto-immunes à anticorps anti-HMG-CoA réductase. Ça a été rapporté par Andrew Mamen, mais c'est l'expérience de tout le monde. Ici, chez 3 patients qui avaient des contre-indications relatives à la corticothérapie et qui ont reçu les immunoglobulines polyvalentes en monothérapie avec une certaine efficacité. Alors, comme je vous le disais, les anti-SRP sont plus graves, ils répondent moins bien aux IGIV. Peut-être que les anti-SRP répondraient un poil mieux que les anti-HMG-CoA réductase au rituximab. Passons maintenant au groupe des dermatomyosites. Leur physiopathe est aussi assez unique, on commence à mieux la connaître. Ce sont des interféronopathies acquises, tout comme le lupus. Donc ça, c'est un papier d'Yves Allenbach qui a montré qu'il y avait une signature interféron dans les dermatomyosites classiques, mais également dans les formes avec les anticorps anti-MDA5. On a fait de la protéomique avec Andrea Ross qui retrouve donc cette signature interféron très clairement. Et on voit que l'interféron sur des systèmes de culture in vitro de fibres musculaires sont très pathogènes sur le muscle, induisant une atrophie importante, et qu'on peut sauver cet effet cytopathogène en rajoutant des inhibiteurs de JAK, des JAK kinases, du moins in vitro. Alors pourquoi ces inhibiteurs? Je vous ai dit que c'est une interféronopathie, et les inhibiteurs des Janus kinases, les JAK inhibitors, interviennent sur cette voie des interférons, mais aussi sur d'autres voies induites par d'autres cytokines, et donc pourraient potentiellement avoir un effet intéressant. Et comme vous le savez,
Ces JAK inhibitors sont en grand développement avec des autorisations de mise sur le marché dans la polyarthrite rhumatoïde aux États-Unis et tout récemment en France, mais également des développements dans d'autres arthrites, notamment liées au pso, et puis des développements en ce moment dans le lupus. Et pourquoi pas donc dans les dermatomyosites. Et on a commencé à traiter sur la base d'un papier publié dans New England, un cas rapporté, et sur la base de nos expériences in vitro. Aujourd'hui, 3 patients, presque 4 maintenant, qui avaient des formes particulièrement résistantes de dermatomyosites, qui avaient résisté aux corticoïdes, aux immunoglobulines, au méthotrexate, qui ont été changés pour tous les immunosuppresseurs de la Terre. Cette dame avait 5 ans d'évolution. Vous voyez combien elle était rouge. Et au bout de 3 mois de ruxolitinib, elle a complètement blanchi. 2 autres histoires comparables. Chez cette dame, il y avait une contre-indication, c'était une dame âgée qui avait pas une contre-indication relative aux corticoïdes. Elle avait plein de croûtes dans la tête, elle aussi. Et en 3 mois, les choses sont complètement réversibles sous inhibiteurs de JAK. Je ne dis pas qu'il faut le faire à tout le monde. On est en train de monter un essai thérapeutique. Et voilà peut-être une piste intéressante pour le futur. Vous avez ici le score des atteintes cutanées qui, vous voyez, se normalise. Le score de l'interféron fait sur des PBMC qui, ici, se normalise. Et le taux d'interféron dans le sang circulant qui se normalise également. Donc aujourd'hui, en pratique, pour les polymyosites, je ne sais pas ce que c'est une polymyosite, mais enfin bon, les dermatomyosites, les myopathies nécrosantes auto-immunes, il faut traiter les patients par une corticothérapie prednisone 1 mg kg par jour pendant 6 semaines, puis une diminution de 10% de la dose tous les 15 jours, tant qu'on n'a pas de molécule plus efficace. Avisé des pentes cortisoniques, on recommande plutôt le méthotrexate, voire les Murel. Si on a des signes de gravité, on peut utiliser les immunoglobulines polyvalentes pour passer le cap aigu, c'est-à-dire surtout chez les patients qui ont des troubles de la déglutition, qui ont perdu la marche. Et globalement, on les traite pendant 3 ans et on tente un arrêt complet des immunosuppresseurs à ce délai. S'ils rechutent avant, si on n'y arrive pas, on peut utiliser tous les autres immunosuppresseurs dont on a parlé, voire en association le méthotrexate plus les Murel faisant un peu mieux que la monothérapie. Quelle est la place du rituximab là-dedans ? Clairement, ça semble un peu plus efficace dans les JO1 et les anti-MI2. Pour autant, ce n'est pas la panacée. Est-ce qu'il faut traiter les patients au long cours ? Probablement aussi. À quelle dose ? On n'en sait rien. Quelle est la place des inhibiteurs de JAK ? Bien, c'est tout nouveau. On le saura avec les essais qui vont se monter. Un mot pour discuter de finalement ce qui fait toute la gravité des myosites. Il y a deux choses, il y a 3 choses. Il y a l'association à des cancers, la survie est bien moins bonne, mais là, le traitement revient à celui du cancer. Il y a l'association à des pneumonies interstitielles diffuses qui font la gravité. Alors là, les courbes se croisent, mais enfin, clairement, on a l'impression qu'au début, c'est bien le cas. Et puis, il y a le pronostic à long terme avec les séquelles liées à des traitements qui ne sont pas assez efficaces. C'est pour ça qu'il faut quand même traiter énergiquement ces patients, parce que si vous laissez évoluer les choses, leur muscle va être remplacé par de la graisse, et après, c'est définitif, et ils ne vont pas récupérer. Alors, concernant le problème spécifique de l'atteinte pulmonaire, qui fait toute la gravité, on avait mené cette étude rétrospective sur une 50aine de patients atteints de syndrome des antisynthétases avec des anti-JO1, et on avait suivi ces patients pendant 4 ans et demi. Et on avait vu qu'il y avait un certain nombre de patients, 1 tiers des patients globalement, qui n'avaient pas eu besoin d'intensification thérapeutique, et 2 tiers qui avaient eu besoin d'une intensification thérapeutique au cours de leur suivi. Et ce qui était prédictif de cette intensification, c'était le fait qu'ils aient des mains de mécaniciens, qu'ils aient des CPK plus hauts initialement, et puis surtout des scores pulmonaires avec un score de la PINS sur le scanner thoracique et des EFR plus mauvaises. Alors, que proposer aux patients qui ont une pneumonie interstitielle diffuse, notamment dans le cadre de ces myosites de chevauchement, notamment dans le cadre des syndromes des antisynthétases, voire des dermatomyosites avec les anticorps anti-MDA5 ? Eh bien, par exemple, l'endoxan pourrait donner de bons résultats. Cette étude est presque trop belle pour être vraie, puisque là, sur 17 patients, ils ont 70% de bonnes réponses sur la capacité vitale qui augmente franchement, et des scores de scanner qui s'améliorent aussi franchement. Nous, notre expérience, ce n'est pas celle-là. Notamment l'étude précédente sur une 50aine de JO1, les scores au scanner
il y avait 3 patients sur les 50 qui s'est amélioré, tous les autres restaient stables, voire s'aggravaient pour certains. Et alors que beaucoup avaient pris de l'endoxan. Autre étude, tout ça c'est des études rétrospectives qui valent ce qu'elles valent, mais bon, 46 patients, un peu tout type de myosite avec des pneumonies interstitielles diffuses associées, et vous en avez 24 qui ont eu de l'endoxan, 13 qui ont eu de l'Immurel et 9 qui ont eu du Cellcept. Et bien vous voyez que globalement, l'efficacité au bout de 6 et 12 mois, elle reste à peu près semblable quand on la juge sur la DLCO, qui n'est pas un mauvais marqueur. Donc c'est compliqué de voir ce qui est le mieux. Les Japonais sont très tacrolimus et ils disent que finalement leur courbe de survie, que ce soit en absence de rechute ou absence globalement ça veut dire ça, l'absence de rechute, vous voyez que les patients qui ont reçu du tacrolimus font mieux que ceux qui ont eu des associations de traitement sans tacrolimus. Alors, il faut voir aussi que dans le groupe tacrolimus, il y a un certain nombre de patients qui ont reçu aussi de l'endoxan. Et puis, dans le groupe autre que le tacrolimus, il y a quand même 7 patients qui ont eu de la cyclosporine. Il n'y a pas une grande différence entre les deux, donc bon, voilà. Et pour essayer de répondre à cette question, Baptiste Hervier a monté un PHRC dans le service qui va être multicentrique, où on va se poser la question, pour des pneumonies interstitielles diffuses chez les patients avec des antisynthétases, de savoir quelle est la meilleure combinaison entre corticoïdes plus tacrolimus versus corticoïdes plus endoxan, puis relais Immurel, après 6 cures. Donc cet essai va très prochainement débuter, vous pourrez y participer. Quid du rituximab? Dans l'étude qu'on avait laissée de phase 2 sur les 10 patients réfractaires, on voyait qu'il y avait aussi 50% des patients qui augmentaient leur capacité vitale sous rituximab, c'est là de façon significative. Et finalement, on a l'impression que c'est plus une amélioration de la force musculaire, plus une amélioration de la capacité du diaphragme à bien se contracter, qui est responsable de ça, qu'une amélioration de la pneumonie interstitielle diffuse, parce que quand on suit les patients sur le scanner thoracique ou sur la DLCO, on ne voit pas d'amélioration franche sous rituximab. Il y a des formes gravissimes de dermatomyosite associées aux anti-MDA5 avec des patients qui meurent en quelques semaines en réanimation de façon inventilable. Peut-être que dans ces formes particulièrement graves où on préconise aujourd'hui de faire de fortes doses de corticoïdes après des échanges plasmatiques, avec des échanges plasmatiques de l'endoxan, peut-être qu'il faut utiliser aussi des anti-CD25, le basiliximab, où là, sur 4 patients, il y a eu une réponse qui semblait intéressante. Donc en pratique, pour les pneumonies interstitielles diffuses associées au myosite, eh bien, si vous avez des patients qui sont gravissimes en unité de soins intensifs, il faut utiliser des corticoïdes avec des bolus de solumédrol. Vous pouvez utiliser l'endoxan ou un inhibiteur de la calcinorine, le tacrolimus, parfois en association. Les Japonais préconisent ça, et on peut utiliser des échanges plasmatiques. Si vous avez des formes sévères, les corticoïdes toujours. Plutôt, dans notre pratique, on utilise plutôt l'endoxan. Les Japonais plus le tacrolimus. Bon, on essaye de répondre ça dans un PHRC. Puis après l'endoxan, on fait un relais par soit le Cellcept, soit l'Immurel. Éventuellement, la place ici pour le rituximab. Il y a des cas rapportés. Bon, notre expérience, c'est pas tant sur l'atteinte pulmonaire, vous l'avez compris, que sur l'atteinte musculaire, qu'on va peut-être gagner quelque chose. Puis quand vous avez une petite pince associée à une myosite, eh bien, outre la corticothérapie, on peut utiliser indifféremment le Cellcept ou l'Immurel, voire le méthotrexate, qui n'est pas contre-indiqué. On va terminer par la myosite à inclusion, qui est une myopathie très particulière, qui touche des sujets plus âgés. La première description date des années 90 et 20 ans après la première classification de Peter et Bohan sur les polymyosites et les dermatomyosites. On avait publié il y a quelques années une étude observationnelle à long terme sur 136 patients avec nos collègues d'Oxford. C'est une maladie qui débute à la soixantaine.
On fait le diagnostic en moyenne au bout de 5 ans par une biopsie musculaire informative, à un moment où les patients commencent à utiliser une aide à la marche, ils sont gênés, ils commencent à utiliser une canne. Ils se retrouvent au bout de 15 ans en chaise roulante et puis ils décèdent globalement à l'âge attendu de la population générale, sauf ceux qui sont passés au travers d'autres causes de décès, d'un cancer, d'un infarctus, j'en passe et des meilleurs. Ceux qui vont au bout de leur vie, ils vont mourir un peu comme les maladies de Charcot, comme les SLA, avec des troubles de la déglutition et des insuffisances diaphragmatiques majeures. Et donc, ces patients ont un phénotype particulier, on reviendra dessus, et puis une signature histologique aussi, qui est parfois absente au tout début de la maladie, ce qui rend les choses un peu compliquées. Mais il y a notamment la présence d'infiltrats inflammatoires qui vont se loger dans des fibres, et c'est ce qu'on appelle les fibres envahies, mais également la présence de vacuoles dites bordées. Et puis quand on regarde ce qui est contenu dans ces vacuoles, on peut voir des fameuses inclusions qui ont donné le nom à la maladie en microscopie électronique, ce qui n'est plus fait en routine. Avec un rouge Congo ou équivalent, on peut voir des dépôts amyloïdes. Puis on a un certain nombre d'immunomarquages qui peuvent détecter des protéines de la dégénérescence, de la neurodégénérescence, comme TDP43 et P62. Parce que ce qui est remarquable, c'est que dans cette maladie, on a une myopathie inflammatoire, plus des phénomènes de myodégénérescence, très similaires à ce que l'on voit dans la neurodégénérescence au cours de la maladie d'Alzheimer, puisque la composition de toutes ces protéines qui s'accumulent et qui sont amyloïdes est totalement similaire à ce que l'on voit au cours de la maladie d'Alzheimer, avec la protéine bêta-amyloïde, bêta-APP, tau phosphorylé, etc. Vous avez la liste ici. Donc c'est une forme de maladie de myosite inflammatoire, ça c'est clair, plus d'Alzheimer du muscle. Et donc aujourd'hui, les critères qui sont assez robustes, assez bons, qui ont été moulinés dans une grande série de patients et en reprenant tous les anciens critères qu'on avait pu développer, montrent que pour arriver à ce diagnostic, eh bien, si vous avez une atteinte des fléchisseurs des doigts, ou du quadriceps, comme vous voyez ici, avec cette atrophie caractéristique en bouchon de champagne, des infiltrats endomésiaux, ça veut dire au milieu du muscle, et des fibres envahies ou la présence de vacuoles bordées, eh bien vous avez toutes les chances d'avoir une myosite à inclusion. Et donc dans cette étude à long terme que l'on avait menée avec nos collègues d'Oxford, on s'est posé la question, faut-il les traiter ou pas? En pratique, à cette époque-là, dans les années 2000, à la Pitié, comme c'est une myosite et qu'il y a une part inflammatoire indéniable, eh bien on les a tous traités abondamment, classiquement, avec des corticoïdes à 1 mg/kg au départ, c'était 92% des patients quand même, hein. Immunoglobuline ou Immurel ou méthotrexate, bref, ce que je viens de vous dire pour les autres myosites. Et on les a traités en moyenne pendant 3 ans et demi. À Oxford, parce qu'il n'y avait pas d'evidence-based medicine, eh bien, ils étaient un peu contemplatifs, comme des neurologues. Ils ne m'en voudront pas de dire ça. Et ils les ont pris en charge comme des dystrophies, comme des myopathies héréditaires, essentiellement en prenant en charge le handicap, en faisant de la kiné, et puis c'est tout. Donc on s'est dit, voyons, comparons nos patients. Donc c'est pas un essai prospectif, donc on n'était pas là au moment de la mise en route des traitements, mais on a revu tous les patients pendant une consultation et on a évalué un certain nombre de choses et on a comparé ceux qui n'avaient pas été traités à ceux qui ont été traités. On se rend compte que tous les patients qui ont été traités sur des échelles de handicap comme le Walton ou le RMI ou sur un score composite de force musculaire qui reprend les principales atteintes au cours de la myosite à inclusion comme les troubles de la déglutition, la faiblesse des quadriceps, la faiblesse du grip, les difficultés à la marche, etc. Les patients traités sont plus handicapés et sont plus faiblards que les patients qui n'ont pas été traités. Et on a aussi une tendance à avoir plus de patients qui se retrouvent en chaise roulante dans le groupe des patients traités. Par ailleurs, si on regarde la vitesse de progression de la maladie, on se rend compte qu'il y a 2 choses qui l'influent. Premièrement, l'âge au début. Si on a plus de 60 ans, eh bien, on va plus vite avoir besoin d'une aide à la marche et plus vite on va se retrouver mort. C'est assez attendu quand on est plus âgé. Et de la même façon, si on a été traité, eh bien, on va plus vite avoir besoin d'une aide à la marche et une tendance à aller plus vite vers la chaise roulante. Et en revanche, on ne meurt pas plus vite. Donc tout ça nous laisse à penser que les traitements ne sont pas efficaces, sont même délétères, probablement en induisant une myopathie cortisonique chez les patients âgés.
Et de fait, quand on regarde la littérature de façon rétrospective, et je me suis arrêté à 112 patients dans 15 essais, on voit que globalement les corticoïdes, dans 3 quarts des cas, ne marchent pas du tout, qu'il y a peut-être des réponses partielles, peut-être 3 patients qui ont bien répondu. Ça existe, ouais, de temps en temps. C'est peut-être des problèmes aussi de est-ce qu'on a bien fait le bon diagnostic. Bon, comme souvent, on a essayé plein de choses, y compris les anti-TNF, ça n'a aucun effet. Et à ce jour, il y a 6 essais, 6 essais randomisés, pas trop mal faits, qui ont testé les immunoglobulines polyvalentes, les corticoïdes plus les immunoglobulines, les bêta-interférons quand c'était la mode pour la sclérose en plaques, l'oxandrolone qui est un corticoïde anabolisant qui permet de faire des gros muscles, ou le méthotrexate, et aucun de ces essais n'a montré la moindre amélioration au cours de la myosite à inclusion. Donc à ce jour, au moment où on se parle, la seule façon de ralentir la vitesse de progression de la myosite à inclusion, c'est de faire de la kiné. Et effectivement, les patients perdent moins vite, ça a été prouvé. Et puis au début, quand le diagnostic est difficile chez des patients jeunes, avec une maladie qui évolue rapidement, avec beaucoup d'inflammation, je vous laisse poser la limite de la jeunesse. On peut faire un traitement d'épreuve, et parce qu'il y a quelques patients qui s'améliorent, une corticothérapie bien menée avec du méthotrexate, pour une durée définie. Mais si les patients ne s'améliorent pas, au bout de 6 mois, il est tout à fait légitime d'arrêter, et ce d'autant qu'on aura bien expliqué aux patients à l'avance. S'il y a des troubles de la déglutition, on peut utiliser les IGV. Ça peut donner une amélioration de la même façon que les corticoïdes. Puis souvent on propose des myotomies cricoïdiennes à ces patients-là. Quand ils commencent à maigrir, quand la durée des repas devient insupportable pour eux. Alors il y a 2 essais qui ont été faits tout récemment, des grands essais randomisés et contrôlés, notamment un essai de Novartis qui a testé la myostatine, qui est un anticorps monoclonal qui fait faire des gros muscles, mais qui n'attaque pas la partie inflammatoire. 240 patients inclus dans le monde, et aucun résultat. Vous avez ici les 4 bras, le bras placebo comparé à forte, moyenne et faible dose de cet anticorps monoclonal. Sur le test de marche de 6 minutes, vous voyez aucune amélioration au bout d'un an de traitement, et une dégradation progressive de la force des quadriceps, et aucune différence entre les groupes. Nous avons mené un essai randomisé contrôlé contre placebo de la rapamycine versus donc le placebo chez 44 patients qui ont été traités pendant 1 an. On vient de terminer l'essai, là, tout récemment. L'analyse est en cours, les résultats sont très prometteurs. Ils ne sont pas encore publiés, donc je ne peux pas vous en parler officiellement. Mais sachez que c'est une voie d'avenir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je remercie ici l'ensemble de mes collègues qui m'ont aidé à préparer tout ce topo et toute la recherche qu'on mène pour les myosites. À bientôt.